Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin pour ce webinaire organisé par Santé au Travail 68. On a encore deux, trois petites minutes avant qu'il soit 11 heures, donc on va vous faire patienter en attendant que tout le monde nous rejoigne tranquillement. Et merci de l'intérêt que vous portez à ce thème sur la silice. Est-il un risque comme les autres? C'est ce que nous allons voir ce matin et c'est la question à laquelle nous allons apporter des réponses. Donc, on sera ensemble pour 45 minutes, on va dire à peu près. Il y aura 30-35 minutes de présentation. Et puis, on se gardera 10 minutes, un quart d'heure à la fin, voilà, pour répondre aux éventuelles questions que vous nous avez déjà posées ou que vous allez peut-être nous poser durant ce webinaire. Donc, l'objectif ce matin de ce webinaire sur la silice, donc bonjour à tous, hein, je vois que dans le chat, vous nous saluez, donc on vous salue également. Donc l'objectif ce matin, c'est d'y voir plus clair, de mieux comprendre ce qu'est la silice, de voir également ce que dit la réglementation actuelle sur ce sujet. Et surtout, c'est de vous donner des clés pour évaluer les risques si vous êtes concerné ou si vous connaissez des personnes qui sont concernées, évaluer les risques de la silice sur vos lieux de travail et voir comment limiter au maximum ces risques avec des mesures de prévention adaptées. Voilà. Donc l'idée c'est que vous repartiez avec toutes ces clés ce matin. Donc alors sachez que nous on vous voit pas et on ne vous entend pas puisqu'on est en mode webinaire. Mais durant ce webinaire, vous pouvez échanger avec nous. En bas de votre écran, vous avez un module chat qui, du coup, certains d'entre vous sont déjà en train de l'utiliser, vous permet de discuter entre vous. Donc là, c'est vraiment tout le monde qui voit les questions et les réponses et toutes les réactions. Et si vous souhaitez nous poser des questions sur la silice ou de manière plus confidentielle, vous avez un module Q&R, questions-réponses. Donc là, il n'y a que nous, les animateurs, qui voyons vos questions. Voilà. Alors pour présenter ce webinaire ce matin, je serai accompagnée tout d'abord de Mathieu Frépel, qui est ingénieur en prévention des risques professionnels à Santé au Travail 68. Bonjour Mathieu. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Voilà, et il sera assisté de Jérémy Serre, alors que vous ne voyez pas à l'écran. Jérémy Serre est également ingénieur en prévention des risques professionnels à Santé au Travail 68 et c'est lui qui surveillera le chat et le module questions-réponses pour répondre à vos questions. Et puis bienvenue à Jérémy. Bonjour Jérémy, si tu nous entends. Donc moi je me présente, je suis Mélanie Munch, responsable de la communication à Santé au Travail 68. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire très rapidement deux, trois mots sur Santé au Travail 68, puisque c'est quand même important de savoir qui on est et voilà. Donc je vais être assez rapide. Euh, alors, vous nous connaissez plus communément sous l'appellation médecine du travail. Donc, aujourd'hui, on ne dit plus médecine du travail, mais service de prévention et de santé au travail interentreprise. Donc, on est une association de droit privé à but non lucratif et on existe depuis 1954. Donc, d'où que vous veniez en France, hein, si vous êtes ailleurs du Haut-Rhin, vous avez tous un SPSTI près de chez vous, puisque les SPSTI sont organisés à l'échelle départementale. Donc, surtout, n'hésitez pas à rentrer en contact avec votre SPSTI local si besoin. Alors, sachez aussi que la réglementation impose à toutes les entreprises d'au moins un salarié d'adhérer à un SPSTI. C'est une obligation légale. Mais en dehors de cette obligation, nous sommes un vrai partenaire des entreprises et de leurs salariés pour la prévention des risques professionnels. Donc, on aide les entreprises à remplir leurs obligations légales, mais on les aide aussi à prévenir les risques professionnels, notamment en faisant de l'information et de la prévention. Et c'est la raison aussi pour laquelle ce matin, on vous présente ce webinaire, puisque ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Alors, nous, dans le Haut-Rhin, on suit 125 000 salariés à peu près. On est le principal SPSTI du Haut-Rhin, ce qui représente environ 11 000 entreprises, 11 000 adhérents, dont 80% sont des entreprises de moins de 9 salariés, donc plutôt des petites entreprises.
Donc pour remplir ces missions, nous avons toute une équipe ici dans le Haut-Rhin, à peu près 120 collaborateurs. Donc autant des équipes médicales, des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des infirmiers, des assistantes médicales, mais également une équipe pluridisciplinaire qui intervient sur le terrain auprès des entreprises, des ergonomes, des ingénieurs prévention, des techniciens en santé au travail, des psychologues, etc. Et bien sûr un service support administratif, voilà, qui aide à coordonner et à gérer toute cette activité. Donc dans le Haut-Rhin, vous pouvez nous retrouver un petit peu sur tout le territoire, essentiellement à Mulhouse, mais également à Colmar, à Altkirch, ou dans les vallées, ou Sierentz par exemple, et nous avons notre siège social à Mulhouse. Voilà, pour une présentation très brève. Si vous souhaitez plus d'informations sur nous, sur nos missions, sur qui nous sommes, n'hésitez pas à aller sur notre site internet santéautravail68.fr et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour avoir l'actualité vraiment en temps. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Très rapidement, le sommaire, c'est voilà, la silice, de quoi parle-t-on? On va également évoquer les activités, les secteurs d'activité qui sont les plus concernés, hein, les plus impliqués dans l'exposition de la silice. Aborder les différentes pathologies professionnelles que l'exposition représente, voir quelle est la réglementation, c'est ce qu'on a dit au début, donc décoder un petit peu ce que dit aujourd'hui la réglementation à ce sujet-là, et voir quelles mesures de prévention on peut vous proposer pour prévenir les risques de silice. Voilà, et on va terminer par des questions-réponses. Donc voilà, je vais laisser la parole à Mathieu pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Benani. Alors pourquoi ce webinaire? Alors il faut savoir que la silice, c'est un matériau qui est omniprésent à l'état naturel et dans de nombreux matériaux transformés. Alors le problème, c'est que l'inhalation de ces poussières de silice cristalline peut provoquer de graves maladies et notamment des cancers. C'est une problématique qui concerne beaucoup de salariés en France, puisque notamment on a 365 000 travailleurs qui seraient exposés à la silice cristalline et une grande majorité d'artisans et de salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics. Alors, dans un premier temps, on va voir un petit peu de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est la silice? Alors, l'élément chimique, le silicium, c'est un composant majeur de la croûte terrestre. Il y en a environ 25%. Et il va exister sous différentes formes. On distingue principalement deux. De la silice libre, c'est sous forme de dioxyde de silicium, les CO2, ce qui est un solide de grande dureté, blanc ou incolore, et dont le motif de base, c'est un tétraèdre qu'on a sur la gauche de l'écran là. Et des silicates qui sont des minéraux contenant une combinaison de silice avec différents oxydes métalliques, par exemple du fer, du magnésium. La silice et les silicates peuvent exister sous les formes cristallines ou amorphes, et on va les retrouver à l'état naturel où ils peuvent également résulter de processus industriels. Par la suite, donc nous, on va s'intéresser principalement, donc ce qu'il y a sur le côté gauche de ce logigramme, à la silice libre cristalline. La silice cristalline, elle existe sous de nombreuses formes, on va appeler des polymorphes, hein, qui sont en fait, ils ont la même composition chimique, mais des structures spatiales différentes, qui vont dépendre de conditions de température et de pression à laquelle ils sont formés. Cependant, dans les études en milieu professionnel, là, je vous ai mis par exemple le quartz alpha et bêta, on va pas distinguer ces formes, c'est trop compliqué. Pareil, la cohésite et la stishovite, c'est des formes cristallines qui ne peuvent s'observer que dans les conditions extrêmement particulières que l'on va pas retrouver en milieu professionnel. Donc, par la suite, hein, quand on va parler d'exposition professionnelle à la silice cristalline, ça va concerner essentiellement le quartz et la cristobalite. Mais il faut savoir qu'il est quand même très difficile de distinguer ces deux formes lors de l'évaluation des expositions. Donc par la suite, quand on parle d'évaluation de silice, hein, ces deux termes ils sont regroupés sous le terme silice cristalline libre. Alors la silice cristalline libre, on a trois polymorphes principaux, le quartz, la cristobalite et la tridymite. Le quartz, c'est la forme la plus courante, c'est environ 12% de la croûte terrestre. C'est le composant principal de roches ignées comme le granit ou de roches sédimentaires comme le sable. Et après, on peut aussi avoir des monocristaux de quartz qui peuvent être obtenus de façon industrielle par réaction chimique. On a la cristobalite qui est beaucoup plus rare que le quartz dans la nature
Il y a normalement seules certaines roches volcaniques et certaines météorites qui sont susceptibles d'en contenir. Par contre, il faut savoir que la cristobalite peut également se former par chauffage à température élevée, notamment lors de la production et l'utilisation de matériaux réfractaires, la cuisson ou la calcination de silice amorphe. Et elle peut être également utilisée dans certaines peintures ou revêtements muraux. Et la tridymite, comme la cristobalite, on la retrouve de manière assez rare à l'état naturel. On va la retrouver uniquement dans certaines roches volcaniques et météorites. On va voir maintenant quelles sont les activités qui impliquent l'utilisation ou l'émission de silice cristalline. Alors, comme on l'a dit, la silice et notamment le quartz, on va le retrouver principalement dans certaines roches ignées, certaines roches sédimentaires. C'est pourquoi on va la retrouver dans de nombreux minéraux, granulats, silex, granit, calcaire, sable, grès, à des teneurs très variables qui peuvent aller de 0 à 100%. On va passer en revue un petit peu ces différents matériaux. Alors les granulats, pour commencer, donc c'est des matériaux qui sont utilisés dans la construction de bâtiments et d'infrastructures. On connaît principalement le sable, le gravier, la roche concassée. Et comme elles proviennent de roches d'origine géologique très différentes, elles peuvent avoir une très large gamme de teneurs en silice libre. Ça peut aller de 0 à 100%. Il faut également faire attention aux granulats recyclés qui peuvent également contenir de la silice cristalline. Les aimants de maçonnerie en silicate de calcium, ils sont produits en mélangeant du sable, du calcaire et de l'eau et sont ensuite mis en forme par des presses mécaniques ou hydrauliques. Après moulage, le matériau est durci dans une autoclave et la génération de poussière de silice peut se produire principalement lors de la manipulation des matières premières et également lors du traitement mécanique et du façonnage. L'industrie du ciment, qui est principalement utilisé comme agent liant dans la fabrication du béton. Il est produit en deux étapes on va dire, principales. D'abord, la fabrication du produit semi-fini, le clinker, qui est obtenu par calcination dans un four à haute température d'un mélange de matières premières constituées d'argile, de calcaire et de plusieurs autres additifs. Puis la fabrication du ciment comme produit fini, obtenu par mélange de clinker et de sulfate de calcium, du gypse. Et selon le type de ciment, on va pouvoir rajouter différents composants additionnels, comme des scories, des cendres volantes, des composants pozzolaniques, du calcaire, etc. Les tâches exposantes dans ce cas-là, ça va être la préparation de matières premières et le chargement et l'emballage du ciment. On va retrouver également de la silice dans l'industrie de la céramique, puisqu'elle emploie la silice principalement comme ingrédient de base des objets en argile et comme constituant principal des glaçures. Les principaux produits céramiques contenant de la silice sont la vaisselle décorative, les sanitaires, le carrelage, les briques, les tuiles réfractaires, etc. Les tâches exposantes, ça va être principalement la préparation des matières premières, les opérations de cuisson et de finition. On va pouvoir retrouver de la silice cristalline dans les pierres agglomérées, pierres artificielles. Les matières premières d'origine de ces pierres agglomérées sont le marbre, le granit, le feldspath ou le quartz. Et les produits sont réalisés sous forme de blocs ou de dalles qui sont ensuite transformés pour des comptoirs, des carreaux pour les sols, les revêtements muraux, d'autres éléments architecturaux. Le secteur de la fonderie est également concerné, puisqu'il produit des moulages en métal ferreux ou non ferreux en acier, qui sont obtenus en versant le métal en fusion dans des moules qui sont partiellement ou totalement faits de sable, de silice lié. Donc les tâches exposantes, ça va être principalement la fabrication des moules, le démoulage et le nettoyage des pièces moulées. L'industrie du verre est également concernée par l'exposition à la silice, puisque la silice est le principal oxyde de fabrication du verre, et le sable de silice est l'ingrédient majeur pour tous les types de verres. Aussi bien les verres d'emballage, comme les bouteilles et les bocaux, les verres plats, comme les vitrages, miroirs, pare-brise, le verre domestique, le vaisselle, verre, bol décoration, les fibres de verre, la laine de verre, ainsi que les verres à usage plus spécifique, comme par exemple télévision, les équipements de laboratoire ou l'optique. À noter que après fusion de la matière première, il n'y a plus que silice cristalline dans le verre, qui devient un matériau amorphe. Donc les principales tâches exposantes, on va les retrouver au niveau de la préparation des matières premières, le polissage et les gravures sur le verre.
L'extraction de minéraux métalliques est également concernée par l'exposition à la silice. Bien que ce soit pas toujours le cas, les minéraux métalliques peuvent contenir des quantités variables de silice cristalline. On l'a déjà vu deux diapos avant, mais la laine minérale est également concernée par l'exposition à la silice, notamment au niveau de sa fabrication. Donc elle est composée de verre fondu, de pierre ou de laitier qui sont tournés en une structure fibreuse. Et parmi les laines minérales, seule la laine de verre est concernée par la silice cristalline puisqu'elle est fabriquée à l'aide de sable, alors que la laine de roche, par exemple, elle ne l'est pas. Et après la fonte de la matière première, de la laine de verre, il n'y a plus de silice cristalline car elle devient un matériau amorphe. On est surtout concerné par l'exposition à la silice cristalline, pardon, au niveau de la fabrication de cette laine de verre, pas vraiment au niveau de l'utilisation sur chantier. L'extraction des minéraux industriels, c'est un secteur qui est également concerné par l'exposition à la silice cristalline, hein, comme par exemple l'extraction de voilà, borate, carbonate de calcium, feldspath, kaolin, calcaire, etc. Bien que ce soit pas toujours le cas, les minéraux industriels peuvent contenir des quantités variables de silice cristalline, mais également de silice à l'état amorphe, non cristallisé. Bien sûr, tout le secteur qui met en œuvre la pierre naturelle, que ce soit au niveau de l'extraction dans les carrières, qu'au niveau du traitement, de la transformation des pierres sur les chantiers. Hein, bien sûr, donc les tâches exposantes, ça va être notamment la taille et le polissage. Lors de l'utilisation des mortiers, on va également être exposé à la silice. Donc les mortiers de maçonnerie, de réparation, les enduits, les plâtres, les cols, les chapes, ainsi que les mortiers à usage spécial, comme les mortiers d'ancrage. Pourquoi on est concerné? Parce que les mortiers sont constitués de granulats, d'un ou plusieurs liants et éventuellement d'additifs. Le béton manufacturé, en fait, le béton, donc c'est donc un mélange en différentes proportions de ciment, de granulats et d'eau, et bien sûr avec éventuellement certains additifs et ou adjuvants. Et donc on a vu déjà précédemment qu'on va retrouver de la silice au niveau des ciments, dans les ciments et les granulats. Donc les tâches exposantes, ça va être au niveau de la préparation des matières premières et également au niveau de la finition de ces éléments en béton, ainsi que du traitement mécanique en post-production. Le béton prêt à l'emploi, donc tout comme avant, ça reste toujours un mélange de ciment, d'eau et de granulats. Donc on va retrouver principalement la silice dans les ciments et les granulats. Et la génération de poussière se produit principalement dans l'usine où les granulats sont stockés avant d'être mélangés. Mais l'exposition, les tâches exposantes, on peut également retrouver lors des opérations mécaniques sur ces bétons dans les chantiers, notamment les découpes d'éléments en béton par exemple. Et enfin, on peut également retrouver, enfin être concerné par l'exposition à la silice cristalline sur le secteur de la fabrication des prothèses dentaires, que ce soit aussi bien des prothèses en métal, en porcelaine, en céramique ou en résine. Les exemples de tâches exposantes, ça va être la fabrication des moules, le démoulage et le nettoyage des pièces moulées, ainsi que les travaux de sablage et de finition. Donc on a dit que enfin, le risque d'inhalation de poussière de silice cristalline existe dès que la poussière est produite, par exemple lorsque l'on gratte, que l'on perce ou que l'on taille des matériaux qui en contiennent. La silice cristalline, on va retrouver dans la majorité des matériaux naturels, hein, granit, marbre, sable, et des matériaux de construction courants tels que le béton ou le carrelage. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est particulièrement concerné par le risque d'exposition à la silice cristalline alvéolaire. On l'a vu aussi que l'exposition à la silice cristalline peut survenir lors des opérations mécaniques sur ces matériaux qui libèrent de la poussière de silice, par exemple la découpe des matériaux avant mise en œuvre, les opérations de percement et ou de burinage, le travail de la pierre, les travaux de démolition, les opérations de concassage, rabotage de chaussées, ou lors de la mise en œuvre des matériaux contenant de la silice cristalline, comme la manipulation et le mélange de matières premières, comme les enduits, les mortiers, les cols, les travaux de terrassement, la mise en œuvre de sable, les opérations d'évacuation de gravats, d'application d'enduits ou la projection de béton. Nous allons maintenant nous intéresser
aux différentes pathologies professionnelles qui peuvent résulter d'une exposition à la silice cristalline libre. Donc, la voie d'exposition principale pour les travailleurs exposés à la silice, c'est l'inhalation des poussières qui vont enfermer de la silice cristalline. La silice cristalline pénètre dans le corps humain par voie respiratoire. Hein. Les poussières les plus grosses, celles qui ont un diamètre supérieur à 5 micromètres, elles vont se déposer principalement dans la région nasopharyngée, puis elles seront éliminées. Et le problème, ce sont les poussières alvéolaires les plus fines, celles qui ont un diamètre inférieur à 5 micromètres, qui vont pouvoir pénétrer dans les zones les plus profondes, les poumons, les alvéoles. Il faut noter que l'exposition des travailleurs à la silice cristalline pure est rare. La poussière respirée sur les lieux de travail, elle est habituellement composée d'un mélange de silice cristalline et d'autres matériaux. Les effets sur la santé, enfin la réaction d'un individu va dépendre de la nature de l'exposition, la taille des particules et la chimie de surface, ainsi que la teneur en silice cristalline de la poussière, la fraction de la poussière, sa fraction alvéolaire, l'importance et la nature de l'exposition personnelle, la durée, la fréquence et l'intensité. La méthode de travail aussi vont avoir un impact, les caractéristiques physiologiques individuelles et le tabagisme. Euh, la fréquence et l'intensité d'exposition aux poussières de silice cristalline sont des facteurs déterminants. Et la toxicité de la silice cristalline, elle est particulièrement importante lors de l'exposition euh, des- et lors de pics d'exposition, lors d'opérations particulièrement émissives en poussière et lorsque les particules sont fraîchement émises. La silicose, c'est la maladie emblématique de l'exposition à la silice cristalline. En fait, il s'agit d'une fibrose pulmonaire qui est due à l'accumulation de particules de silice dans les poumons. Et cette accumulation de particules va entraîner une insuffisance respiratoire, voire dans certains cas la mort. Il faut bien noter, et c'est là le point important, que la silicose, c'est une maladie irréversible. Une fois que la maladie est déclarée, sa progression se poursuit, et ce, malgré l'arrêt de l'exposition aux poussières de silice. Elle peut survenir rapidement à la suite d'une exposition intense de courte durée, on parle alors plutôt de silicose aiguë, ou sur un temps plus long, 15 à 20 ans généralement, à la suite d'une exposition chronique. La gravité de la silicose, elle peut varier de façon importante, allant de la silicose simple à la fibrose massive progressive. Pour les silicoses, pardon, pour la silicose, on a trois types d'évolutions qui peuvent être distinguées. La silicose aiguë, qui elle va résulter d'une exposition massive à la silice cristalline sur une courte période, généralement 5 ans. L'insuffisance respiratoire peut survenir dès les premiers mois, entraînant un décès rapide. On parle aussi de silicose accélérée qui peuvent se développer après 5 à 10 ans d'exposition à des niveaux élevés en silice cristalline. Et troisième type d'évolution, la silicose chronique, qui est le résultat d'une exposition à des niveaux plus faibles de silice cristalline sur des périodes plus longues, généralement supérieures à 10 ans. Et la pathologie peut être longtemps asymptomatique. Mais le point à retenir ici, hein, le point capital, c'est que la silicose, c'est une maladie irréversible et dont les effets continuent à se poursuivre malgré l'arrêt de l'exposition aux poussières de silice. À noter également que depuis 1997, le Centre international de recherche sur le cancer a classé la silice cristalline comme cancérogène certain pour l'homme, c'est le groupe 1. L'exposition à la silice cristalline augmente le risque de développer un cancer bronchopulmonaire. Euh, Et notez également qu'il y a une recommandation du comité scientifique sur les valeurs limites d'exposition professionnelle qui date de juin 2003, dont les principales conclusions étaient les suivantes. Ils ont dit que le principal effet sur l'homme de l'inhalation de poussière de silice alvéolaire est la silicose et qu'il y a suffisamment d'informations pour conclure que le risque relatif de cancer du poumon est augmenté chez les personnes atteintes de silicose. Par conséquent, prévenir l'apparition de la silicose permet de réduire aussi le risque de cancer. Et comme on ne peut identifier de seuil net de déclenchement de la silicose, toute réduction de l'exposition aux poussières permet de réduire le risque de silicose et donc le risque de cancer. À noter également que au niveau européen, en décembre 2017, les travaux exposant à la silice ont été ajoutés à la liste des procédés cancérogènes. Cela a été transcrit
en droit français par un arrêté du 26 octobre 2020. Donc la silicose, c'est une des plus anciennes maladies professionnelles. Le cancer bronchopulmonaire est une des affections que le tableau 25 du régime général, la sécurité sociale permet de reconnaître comme maladie professionnelle. Pour cela, il faut respecter les trois critères. Donc à la fois le critère de durée d'exposition à la silice cristalline, que généralement c'est une période d'au moins 5 ans, le critère du délai de prise en charge et le critère concernant la pathologie associée aux travaux. Si ces critères administratifs, ces trois critères ne sont pas remplis, il est toujours possible de faire appel au C2RMP, le comité régional de reconnaissance en maladie professionnelle. Le tableau 22 du régime agricole concerne, lui, les affections consécutives à l'inhalation de poussière minérale renfermant la silice cristalline ou de silicate cristallin chez les travailleurs d'exploitation ou d'entreprises relevant du régime agricole. Les travailleurs qui sont affectés à un poste exposant à des risques particuliers bénéficient d'un suivi individuel renforcé. La liste des postes à risque particulier est précisée dans un article du Code du travail, le 4624-23, parmi lesquels figurent les travaux exposant aux agents chimiques dangereux CMR, ce qui est le cas pour les travaux exposant à la silice cristalline. Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude au poste, préalablement à l'affectation au poste, une visite intermédiaire réalisée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail, et un renouvellement de l'examen médical d'aptitude avec le médecin du travail euh, à une périodicité définie par le médecin, mais ne pouvant être supérieure à 4 ans. Les salariés ayant fait l'objet d'un suivi individuel renforcé bénéficient également, à la suite de l'arrêt de leur exposition, ou lors de leur départ à la retraite, d'un examen médical visant à établir une traçabilité et ou un état des lieux de leur exposition, c'est le suivi post-professionnel. Et en cas de constatation d'une exposition à des risques dangereux, euh, comme notamment les fumées et les poussières, le médecin du travail peut mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle en lien avec le médecin traitant, le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Nous allons maintenant nous intéresser à l'aspect réglementaire. Donc, il faut savoir qu'on est dans le cadre de la prévention des risques chimiques de manière générale. Euh, on a donc la prévention des risques chimiques, c'est à la base une réglementation européenne qui a été transcrite en droit français. Dans le Code du travail, on va retrouver 160 articles qui traitent de la prévention des risques chimiques. Euh, Ces 160 articles sont répartis en trois grands chapitres. Une première partie concernant les règles générales de prévention des risques dus aux agents chimiques dangereux, ACD. Une partie qui concerne les agents chimiques dangereux un peu plus spécifiques, les agents chimiques dangereux qui sont définis comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, on parle d'agents CMR, et des règles spécifiques qui visent notamment la silice cristalline, ce qui nous concerne ici, le plomb et d'autres composés. Alors, la silice cristalline, c'est un agent chimique dangereux, donc les règles générales de prévention des risques chimiques en application des articles R4412-1 à 57 du Code du travail s'appliquent, mais euh, comme depuis l'arrêté du 26 octobre 2020, les travaux exposant la silice cristalline ont été ajoutés à la liste des procédés cancérogènes, on doit également respecter toute la partie qui concerne la prévention des agents CMR. Donc, qu'est-ce que cela implique pour nous? Lors de l'introduction ou de l'utilisation d'un agent CMR, cancérogène, mutagène ou reprotoxique, l'employeur doit évaluer les risques. Si le risque est faible, on va surveiller l'exposition des opérateurs. Si le risque est qualifié non faible, il va falloir se poser les trois questions suivantes. L'exposition est-elle évitable? Une substitution est-elle possible? Et le travail en système clos est-il possible? Si on ne peut pas répondre positivement à chacune de ces trois questions, il va falloir réduire l'exposition aussi bas que possible et prendre tout un tas de mesures de prévention pour y arriver. À noter également qu'étant donné qu'on est dans le cadre d'agents CMR, un contrôle de l'exposition annuelle est obligatoire, quel que soit le résultat de l'évaluation des risques. Que l'évaluation des risques est classée l'exposition faible, moyenne ou forte, le contrôle d'exposition annuelle est obligatoire.
Quelques points de vigilance concernant la traçabilité de l'exposition des travailleurs. Depuis l'an dernier, enfin c'est en application depuis cette année, depuis le début de cette année, l'employeur doit établir une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents CMR. Cette liste doit indiquer les substances concernées, donc dans notre cas la silice, et les informations concernant la nature, la durée et le degré de l'exposition. Cette liste doit être communiquée au service de santé au travail afin que les informations soient versées au dossier médical du salarié. Et cette liste est conservée 40 ans par le service de santé au travail. Concernant les travailleurs de moins de 18 ans, il est à noter qu'il est interdit normalement d'affecter les jeunes travailleurs à des travaux impliquant l'exposition à des agents chimiques dangereux, CMR, cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Néanmoins, cette interdiction peut faire l'objet d'une dérogation temporaire pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle. Et pour cela, préalablement à l'affectation de ce travailleur, du jeune travailleur, l'employeur ou le chef d'établissement doit adresser une déclaration de dérogation à l'inspection du travail, en application de l'article 41-53-41 du Code du travail. Pour mesurer l'exposition à la silice cristalline, on va utiliser des pompes de prélèvement ainsi que des cassettes de prélèvement. Et comme nous avons vu précédemment que ce qui nous intéresse, c'est les particules les plus fines qui peuvent pénétrer profondément dans les alvéoles pulmonaires, on va mettre avant les cassettes de prélèvement un appareil spécifique qui s'appelle un cyclone d'Or-Olivier qui va nous permettre de ne retenir notre support de prélèvement que les particules les plus fines. Ensuite, ces cassettes de prélèvement sont retournées à un laboratoire qui va pouvoir les analyser, peser les poussières et déterminer exactement combien il y a de poussières non silicogènes, combien il y a de quartz, de tridymite et de cristobalite. Ces mesurages vont nous permettre de comparer les concentrations mesurées aux valeurs limites d'exposition professionnelle existantes. Elles sont définies à l'article R44-12-149 du Code du travail. Il y en a trois. Pour le quartz, la valeur limite d'exposition professionnelle est fixée à 0,1 mg par mètre cube. Pour la cristobalite et la tridymite, ces valeurs limites d'exposition professionnelle sont fixées à 0,05 mg par mètre cube. Cependant, il faut préciser qu'on doit pas seulement comparer les concentrations en quartz, cristobalite et tridymite au VLEP, mais on a un article spécifique dans le Code du travail, c'est le 44-12-154, qui précise que pour les mélanges de poussières contenant de la silice cristalline alvéolaire et des poussières alvéolaires non silicogènes, on doit calculer un indice d'exposition dont la formule est donnée ici. On prend la concentration en poussière non silicogène par 5, plus la concentration en quartz qu'on divise par 0,1, plus la concentration en cristobalite divisée par 0,5, plus la concentration en tridymite divisée par 0,05, et cet indice ne doit pas dépasser la valeur de 1. À noter que normalement, donc, les contrôles d'exposition doivent être réalisés par un organisme accrédité au moins une fois par an. Pour information, on estime qu'il y a au moins entre 23 000 et 30 000 travailleurs qui sont exposés, donc en France, qui sont exposés à des niveaux de silice excédant la valeur limite d'exposition professionnelle, 0,1 mg par mètre cube pour le quartz. Et on va retrouver 2 tiers de ces niveaux d'exposition, donc environ 20 000 sur 30 000. Ça concerne le secteur du BTP. Nous allons maintenant nous intéresser aux mesures de prévention qu'il est possible de prendre pour limiter l'exposition à la silice. Donc la première des mesures qui doit être envisagée en présence d'un agent cancérogène est sa substitution. Dans le cas de travaux exposant aux poussières de silice cristalline, plusieurs solutions sont possibles. On peut par exemple remplacer les matériaux contenant de la silice cristalline par des matériaux n'en contenant pas. À titre d'exemple, on peut remplacer le sable par des billes de corindon lors des opérations de sablage, ou on peut rechercher des produits comme par exemple des mortiers ou des enduits qui ne contiennent pas de silice cristalline. On peut également modifier les techniques de travail les plus émissives en les substituant par des procédés moins émissifs, tels que le nettoyage chimique ou le peeling, l'aérogommage ou l'hydrogommage, pour par exemple le nettoyage des façades.
Bien sûr, on fera attention à vérifier que les produits chimiques qui sont utilisés ne sont pas aussi dangereux, voire plus dangereux que la silice cristalline. Certaines techniques comme le calpinage ou la planification des découpes en atelier, disposant de dispositifs d'aspiration à la source, permettant d'éviter que l'on découpe sur chantier à l'aide d'outils qui ne sont pas adaptés, ou par exemple également l'utilisation d'outils robotisés pour les opérations de démolition, hein, qui permet que le salarié de le déporter, qu'il ne soit pas directement exposé à la source d'émission. On va également veiller à utiliser des méthodes de travail les moins émissives possibles, ou on va également, s'il est possible, de le réaliser, utiliser des outils qui permettent de limiter la création de poussière. On peut par exemple citer, on va pouvoir isoler les postes de travail, par exemple en créant des zones d'accès restreints, mettre en place des affichages spécifiques, limiter le nombre d'agents exposés aux agents dangereux, et limiter la coactivité. On va pouvoir utiliser des équipements à faible énergie, par exemple des blocs splitters, des coupes tubes à chaîne, utiliser des dispositifs euh, dotés d'un système de capotage et ou d'aspiration. On va pouvoir utiliser des abrasifs sans silice. On va veillera à utiliser des dispositifs qui sont bien entretenus. Par exemple, remplacer les disques de coupe usés pour réduire le temps de coupe, utiliser des forêts bien tranchants et bien sûr, une des mesures phares, c'est favoriser le travail à l'humide, comme par exemple utiliser des outils équipés de brumisateurs ou d'aspersion d'eau, et également arroser les zones de travail ou les voies de circulation pour éviter que lorsque les camions circulent sur les pistes, ça mette en suspension des poussières qui contiennent de la silice. Enfin, en complément de ces mesures de protection collective que l'on a vues précédemment, si celles-ci ne sont pas suffisantes, il va falloir envisager le port d'équipements de protection individuelle. Donc il faut bien rappeler, hein, que normalement le port des EPI, c'est une des mesures de dernier recours. Il va falloir pas juste se contenter de mettre un masque à ses salariés, mais il va falloir chercher des mesures de protection collective telles que je vous ai présentées avant. Enfin, après avoir recherché des mesures de protection collective et ou des mesures de protection individuelle, comme des appareils de protection respiratoire, il faut également préciser que l'employeur doit organiser pour ses travailleurs exposés une information et une formation aussi bien sur les risques pour la santé de la silice, les précautions à prendre pour s'en prémunir et les mesures d'hygiène, ainsi que le port et l'emploi des équipements de protection individuelle, donc les appareils de protection respiratoire en l'occurrence. Et pour chaque situation de travail exposante, il faut rappeler que l'employeur doit établir une notice de poste détaillant les risques encourus et les dispositions pour les éviter. J'en ai fini avec la présentation principale. Je vais maintenant répondre à quelques questions qui nous ont été posées. Nous avions d'abord une question d'un participant concernant l'accompagnement que Santé au Travail 68 peut proposer par rapport à la silice cristalline. Donc déjà, nous, effectivement, on se place dans l'aide à l'évaluation des risques. Donc on peut tout d'abord vous aider à évaluer les risques à l'aide de certains logiciels, comme par exemple, on va préconiser le logiciel CERICH pour évaluer les risques chimiques. On va pouvoir également faire, si nécessaire, une métrologie des poussières. Donc là, en l'occurrence, les poussières de silice cristalline. Donc avec les appareils que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc on viendra sur un chantier, on définira lesquels salariés sont exposés et comment et faire, quand et comment faire ces métrologies. Mais nous, on se place uniquement dans l'aide à l'évaluation des risques, hein. Il faut rappeler que nos rapports ne sont pas opposables, hein. Nous ne substituons pas aux organismes de contrôle. Nous, ce que l'on fait, c'est de l'aide à l'évaluation des risques et qui va nous permettre aussi de vous conseiller sur l'efficacité des moyens de prévention. Est-ce qu'il faut du captage de la source? Est-ce qu'il faut substituer? Est-ce qu'il faut des appareils de protection respiratoire? Si oui, lesquels? Nous ne faisons pas du contrôle d'exposition. Ça, ces opérations, enfin, ces tâches-là sont à réserver aux organismes accrédités. Nous avions également une question qui nous a été posée par rapport au talc. Donc, il faut noter qu'on distingue deux types de talc. Les talcs à usage cosmétique, également, on parle également de talc non fibreux.
Euh, Ce sont des talcs qui sont censés ne contenir ni de l'amiante ni des fibres asbestiformes, mais le Centre international de recherche sur le cancer les a classés comme probablement cancérogènes pour l'homme. C'est le groupe 2A, donc c'est le groupe juste sous le groupe 1, le cancérogène avéré. L'autre type de talc, les talcs industriels et les talcs fibreux, qui sont des talcs qui, a priori, devraient contenir des fibres d'amiante, également de la silice, qui sont classés comme cancérogènes, donc groupe 1, par le cirque. Donc effectivement, nous, ce qu'on peut préconiser, c'est que le talc, au vu du classement par le cirque, aussi bien que ce soit du talc industriel que du talc à usage cosmétique, c'est de ne pas l'utiliser, du fait qu'il soit cancérogène ou probablement cancérogène. Je vais juste maintenant prendre les questions qui ont été posées pendant le chat, pendant la présentation. Euh, donc j'ai une question concernant un artisan potier qui voudrait savoir comment faire un contrôle fiable de la VLP et si des mesures sont facilement disponibles. Alors, pour la métrologie, vous pourrez pas le faire directement en interne parce qu'il faut quand même les appareils spécifiques. Donc, c'est ceux que je vous ai présentés. Donc, les appareils qui sont nécessaires, c'est une pompe de prélèvement, des cassettes qui sont disponibles auprès de laboratoires spécifiques et le petit cyclone que je vous ai montré. Donc, ça, ces prélèvements, c'est au minimum nous, service de santé au travail, qui pourront le faire pour vous aider donc à évaluer l'exposition. Donc, moi, ce que je conseille donc à cet artisan qui est là, c'est déjà de finalement de prendre contact avec son médecin du travail et son médecin nous sollicitera, moi-même ou mes collègues ingénieurs, on passera chez vous en entreprise et on discutera de la pertinence de réaliser éventuellement des métrologies. Après, la métrologie est pas systématiquement réalisée, hein. Après, dans certains cas, quand on voit que les niveaux d'empoussièrement sont très élevés, on va pas forcément directement faire la métrologie. Si on sent que les valeurs limites sont dépassées, on va d'abord essayer peut-être de réduire l'exposition si ça nous semble pertinent. Et puis une fois que l'exposition est réduite, on va peut-être proposer des métrologies pour vérifier que toutes les mesures qu'on a mises en place sont pertinentes et bien adaptées. D'accord. Voilà, bah écoutez, du coup, je vous propose d'en rester là. On espère que vous y verrez plus clair, voilà, sur le risque que représente la silice. Sachez que si vous souhaitez des informations supplémentaires, vous pouvez aller sur notre site internet. Et effectivement, comme disait Mathieu, le replay sera accessible sur notre site internet très rapidement, ainsi que le support. Voilà. Euh, il me reste à remercier Mathieu Frépel et Jérémy Serre pour leur intervention ce matin sur ce webinaire et vous remercier vous tous voilà de votre présence et de l'intérêt que vous avez porté à ce sujet. Et puis on vous dit à très bientôt pour des webinaires de santé au travail 68. Merci. Au revoir.